Je vais me chronométrer encore. D'accord. Alors, je reprends. En matière de criminalité maritime, les acteurs sont de plus en plus hybrides. Pour vous donner un exemple, les narcotrafiquants du Mexique, ils ont l'habitude, depuis des dizaines d'années, de faire passer de la marijuana ou de la cocaïne. Et là, vous dites, ah, enfin, il nous parle de cocaïne. Il ne nous a pas oubliés. Concentrez-vous. On se concentre. Récemment, les narcotrafiquants mexicains se sont mis à pêcher le totoaba. Le totoaba, c'est un grand poisson classé comme une espèce menacée. Et quel est l'intérêt pour le totoaba? Eh bien, les narcos vendent ce poisson aux Chinois. Les riches chinois adorent le totoaba parce qu'il a une vessie natatoire, un organe qui est apparemment très connu pour ses vertus médicinales puissantes. Bon, moi je suis assez sceptique et je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe quand les Chinois ont des coutumes alimentaires étranges. Comprendra qui pourra. Un autre phénomène inquiète les autorités, c'est la conteneurisation, la normalisation des conteneurs. L'ONUDC, l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, estime qu'il y a 750 millions de conteneurs qui circulent dans les océans chaque année. Ce chiffre a été multiplié par 8 entre 1995 et 2015, en 20 ans, fois 8. Et dans l'ensemble, seuls 2% de ces conteneurs sont contrôlés dans les ports. Et seulement une petite partie de ces 2% sont des contrôles dans le cadre d'enquêtes. Donc il y a une toute petite partie qui sont véritablement contrôlés rigoureusement. Le reste, c'est des contrôles aléatoires pour le reste des 2%. Et après, les 98% des conteneurs, ils ne sont jamais contrôlés. Alors, vous vous imaginez bien que les navires porte-conteneurs, les navires qui portent des conteneurs, sont des vaisseaux privilégiés, des bateaux privilégiés pour transporter des armes, des drogues ou des biens à double usage. Maintenant, les réseaux sont tellement interconnectés. Dans les ports, en fait, les ports ne sont qu'un maillon d'une longue chaîne de distribution. C'est juste un élément d'une très longue chaîne. Et pour éviter les risques, les trafiquants n'ouvrent plus les conteneurs dans les ports. Ils ouvrent les conteneurs plus loin dans la chaîne de distribution, quand les conteneurs sont sur des trains ou sur des bus, ou dans des camions, pardon. Trains ou camions. Et en plus, comme on est au 21e siècle, on est en croissance, eh bien les conteneurs aussi ont connu une croissance. Et en 10 ans, au cours des 10 dernières années, ils ont doublé de volume. Donc maintenant, c'est très difficile de contrôler un conteneur de fond en comble et de saisir des marchandises illicites. On peut facilement cacher une petite tonne de cocaïne au fond d'un conteneur qui est très grand et passer inaperçu. Alors la loi du marché, elle s'applique aussi aux conteneurs. Et comme les conteneurs sont plus gros, eh bien ça coûte moins cher. Et donc ça apporte plus de bénéfices aux trafiquants. Un peu comme quand vous allez au Mercadona, vous achetez 10 kilos de riz, ça revient moins cher à acheter 10 paquets de 1 kg de riz. Eh bien, avec les conteneurs, c'est la même chose. Ils sont très grands et c'est pas cher. Et là, vous vous dites, ah, il va parler de cocaïne, il va recommencer à parler de cocaïne. Oui, on revient à la cocaïne. 1/3 des livraisons de cocaïne de l'Amérique du Sud sont expédiées par navire de commerce, donc par conteneur. Et les trafiquants, alors là, les trafiquants ne manquent pas d'imagination. Je vous explique. Parfois, ils mettent la cocaïne dans les doubles fonds des conteneurs ou des bateaux, ou parfois dans des conteneurs qui sont complètement scellés et hermétiques, difficiles à ouvrir, et ça peut retarder les contrôles.
certains trafiquants mettent des petits sacs de cocaïne dans des bouteilles de jus d'orange congelé. C'est assez sophistiqué. Mais ma technique, la technique que je préfère, c'est la technique des fruits. Il y a certains trafiquants qui vident les fruits, par exemple les ananas, et qui mettent la cocaïne au milieu. Alors c'est très ingénieux, mais j'avoue que quand je vois les photos de la police, ça fait assez comique. Ça paraît assez comique, mais c'est réel tout ça. Pour vous donner une idée de la complexité de ce trafic, il faut regarder le facteur de la corruption humaine. Les gens peuvent être corrompus, et ça, c'est difficile à contrôler. Okay? En juin 2019, il y avait un navire qui est parti du Chili pour aller jusqu'en Belgique. Et ce navire, il s'est arrêté à Philadelphie. C'était un arrêt prévu et programmé. Et lors de cet arrêt à Philadelphie, 20 tonnes de cocaïne ont été saisies. 20 tonnes. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la drogue n'a pas été chargée au port au Chili. Non, il y a des membres de l'équipage qui ont chargé la drogue en pleine mer. Vous savez, des petits bateaux qui sont venus rejoindre le grand bateau et ils ont fait le transfert comme ça pendant la nuit, avec des toutes petites embarcations. Vous imaginez, c'est très compliqué, c'est très complexe et élaboré, c'est hyper dur à contrôler. Donc, comment est-ce qu'on essaye de lutter contre ça? Vous vous souvenez des pavillons de complaisance que j'ai dit tout à l'heure? Eh bien, quand un navire marchand navigue dans les eaux internationales, il dépend de la juridiction de l'État du pavillon. Donc, il est en fait sous le contrôle de l'État du pavillon. Et pour cette raison, seulement le pays du pavillon peut arrêter le navire, ou un pays avec lequel il y a un accord préalable. Okay? Seulement le pays du pavillon ou un pays allié. Et à cause de cette règle, il y a 42% du tonnage mondial qui relève de 3 pays. Okay? Le Libéria, les îles Marshall et le Panama. 3 petits pays qui n'ont aucun accord avec d'autres pays pour le contrôle des navires et donc qui deviennent en fait des paradis fiscaux en mer. C'est ça l'idée qu'il faut retenir. C'est comme le Luxembourg ou les îles Caïmans, mais pour les bateaux, c'est le Panama, les îles Marshall et le Libéria en Afrique. Et les entreprises qui sont propriétaires de ces navires ne sont pas établies dans ces 3 pays, le Libéria, les îles Marshall ou le Panama. Souvent, ce sont des grandes entreprises connues qui sont établies en Union européenne ou dans des pays de l'OCDE. Et certains armateurs pratiquent même le flag hopping, donc le changement fréquent de pavillon pour esquiver les contrôles. Et ça, c'est une pratique, le flag hopping, c'est une pratique extrêmement répandue dans le secteur de la pêche illégale. Il existe encore d'autres méthodes de brouillage. Pour les échanges de contrefaçon, par exemple, eh bien, la technique de l'acheminement indirect est très pratiquée. Je vous l'explique. Il s'agit là de réduire la traçabilité des marchandises. Et comment on fait ça? Eh bien, on transite par plusieurs ports au lieu d'aller directement au port de destination. Et ça complique passablement le travail des autorités de surveillance. Et en plus, chaque bateau, il a un système d'identification automatique, donc une sorte de GPS. Okay? Vous savez, quand vous êtes sur WhatsApp ou sur votre téléphone, vous pouvez mettre la localisation. Eh bien, le bateau, il peut faire la même chose. Et il peut éteindre sa localisation pendant quelques jours ou quelques temps. Et donc, parfois, les bateaux, pendant 1, 2, 3 jours, disparaissent. Et là, pendant cette fenêtre de 1 ou 2 jours, il y a beaucoup d'activités illégales qui peuvent se produire. La criminalité maritime ne se limite pas à la mer seulement. Et le contrôle ou la fin de la criminalité maritime doit passer par le contrôle près du lieu d'origine de chaque trafic. C'est important de contrôler le lieu d'origine de chaque trafic. Il est plus facile d'intercepter un conteneur sur la terre qu'en mer.
Et ça, c'est un des enjeux du programme de contrôle des conteneurs, le programme du contrôle des conteneurs qui a été mis en place en 2003 par l'ONUDC et par l'Organisation mondiale des douanes. Et en vertu de cet accord, maintenant, les autorités portuaires et les forces de l'ordre travaillent ensemble. Les ports, les Interpol, Europol, tous ces gens-là essayent de travailler ensemble pour arrêter la criminalité maritime. Cependant, il y a une conséquence inévitable que ça engendrerait si on contrôlait tous les ports et tous les bateaux et tous les conteneurs, c'est que l'activité maritime, l'activité économique maritime, légale aussi, ralentirait beaucoup. Et ça, malheureusement, ça ne plaît à personne. Les politiciens ne veulent pas que l'activité économique ralentisse. Les entreprises maritimes, les lobbies, tous ces gens-là, les législateurs, tous ces gens-là ne sont pas prêts à payer ce prix. Ils ne veulent pas que l'activité ralentisse. C'est ça le capitalisme, que voulez-vous? Il y a du bon et il y a du mauvais. La surveillance des ports est essentielle, mais la surveillance en mer aussi, elle est importante. Elle est difficile, mais importante. La France et le Canada, par exemple, ont mis en service des drones de surveillance pour suivre les navires de pêche en haute mer. Et donc, qui dit problème mondial, dit solution mondiale. Donc, il faut absolument que les États collaborent ensemble. Par exemple, il y a eu l'opération Sophia, qui a été conduite par les États de la Méditerranée. Et cette opération Sophia a pour but d'empêcher le trafic d'êtres humains. Et ça réussit plutôt bien. Le trafic d'êtres humains est de moins en moins répandu en Méditerranée. Il y a eu une autre opération qui est un bon exemple de coopération. Cette opération, c'est Icefish. Cette opération qui s'est déroulée entre 2014 et 2016. Et elle a permis de dissoudre un groupe de 6 géants, 6 grands réseaux de la pêche INN. Et ça, c'était le fruit de la collaboration entre la marine indonésienne, Interpol et la Tanzanie. L'Indonésie et la Tanzanie. C'est pas mal. Prenons un moment pour féliciter ces petits pays qui sont rarement célébrés dans les médias. Et donc, je leur tire mon chapeau. Et voilà, je conclus là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez appris quelque chose sur la criminalité maritime. Moi, j'ai appris un tas de choses en tout cas, parce que la semaine dernière, j'en savais presque rien. Et maintenant, j'ai une petite idée. Alors voilà, merci beaucoup et bonne chance.